Bonjour, bienvenue à la 3e édition du Forum économique breton. Heureuse de vous retrouver toujours en direct du Palais des Congrès Grand Large de Saint-Malo. Alors, à l'occasion de cette table ronde, nous allons parler biodiversité, nous allons parler énergie renouvelable, enjeux, reconquête, action, bilan. Quelques chiffres avant pour commencer. La Bretagne serait la 3e région ayant le plus fort taux d'artificialisation, en particulier dans les métropoles et sur le littoral. 10% de la Bretagne terrestre classée espèces protégées, 334 espèces menacées, soit 21%. 5% des pertes de biodiversité sont directement attribuables aux combustibles fossiles. Ce sont des chiffres qui nous viennent de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Une fois que l'état des lieux est posé, c'est le moment de faire connaissance avec celles et ceux qui vont m'accompagner lors de cette table ronde. Honneur aux femmes, bien sûr. Carole Lebecq, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale en charge des transitions et de la biodiversité et présidente de la fondation Bresse Biodive, c'est ça ? Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous. À votre droite, Florent Wilbert, directeur Agence bretonne de la biodiversité, bonjour. Bonjour. À votre côté, Olivier Rittel, directeur LPO Bretagne. Bonjour. Bonjour. Et ensuite, à votre droite également, Cédric Barbary, responsable pôle biodiversité Engie Green. Et bonjour. Bonjour à tous les quatre. Première question, un premier état des lieux finalement sur, respectivement, quel avis vous avez sur la biodiversité en France et plus spécifiquement, bien sûr, la Bretagne. Qui veut commencer ? Je vais peut-être commencer juste pour dire qu'un des chiffres qui m'a le plus remué, c'est un chiffre sur l'effondrement de la biodiversité, et ça c'est au niveau mondial. C'est un chiffre qui montre depuis 1970-2016, 68% des vertébrés, des populations des vertébrés ont disparu. Donc c'est déjà placé quelque chose d'énorme. Et voilà, donc il faut bien être conscient de tous ces enjeux. Voilà ce que je voulais vous dire. Florent. Alors après, c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, la Bretagne trouve sa petite place. On est sur la 6e extinction massive de la biodiversité. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Et c'est pour ça que là, le constat, on ne va pas forcément y passer beaucoup de temps parce que le constat, je pense qu'il est très très partagé. 6e extinction massive, c'était quand la dernière ? C'était il y a 65 millions d'années. Et c'était une météorite qui avait atterri dans le golfe du Mexique et qui avait causé la perte des dinosaures. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une météorite, c'est la société humaine et qui cause le même effet que la météorite. Mais vous parliez de la Bretagne. Donc quel est en fait un peu l'état biodiversité Bretagne ? Vous avez cité quelques chiffres. Il y a aussi des paramètres particuliers en Bretagne. Il y a un littoral très important. La Bretagne, c'est un tiers du littoral de France métropolitaine. Il y a en Bretagne 3/4 de l'espace terrestre qui est couvert par l'agriculture. Donc c'est une particularité très forte de la Bretagne qui concerne l'agriculture, mais évidemment l'alimentation. Et puis, il y a une question démographique. Et puisque vous posez la question de l'enjeu, je crois que c'est là le principal enjeu, puisque d'un côté, on doit reconquérir la biodiversité, et de l'autre, on est 3,3 millions de Bretons, et on doit en accueillir 400 000 supplémentaires d'ici 2040. Donc s'il y a un enjeu biodiversité, pour moi, c'est celui-là. C'est comment faire cohabiter tous ces humains qui vont arriver encore sur le territoire breton et ce qui reste d'espace naturel. Alors justement, je rebondis là-dessus. Florent Wilbert, vous préférez parler de reconquête de la biodiversité. C'est important pour vous. Expliquez-nous. Oui, effectivement, en fait, il y a deux termes qu'on trouve souvent. Il y a préserver et il y a reconquérir. Et entre les deux, il y a 40 ans. Préserver, c'était ce qu'on a fait en France par la première grande loi de l'écologie en 1976. Et c'était en gros limiter la casse pour la nature. Donc ça voulait dire faisons un peu attention. Et 40 ans plus tard, en 2016, c'était la grande loi pour la reconquête de la biodiversité. Et c'est là où on voit bien la projection beaucoup politique, beaucoup plus forte dans le rapport à la nature. Alors quand même, puisqu'on est au Forum économique breton, je me dis qu'il doit y avoir des gens qui se demandent pourquoi on se met à parler de la biodiversité. Franchement, qu'est-ce que ça change au business ? On disait tout à l'heure 6e extinction mondiale, on peut dire so what ? Et c'est là en fait où le lien ne se fait pas bien souvent dans l'esprit des gens entre ce qu'est la nature, la biodiversité, le vivant et le business. C'est probablement pour ça qu'on n'a peut-être pas fait autant qu'on aurait dû ces dernières décennies. Et la réalité, c'est que la nature nous fournit des services. Donc c'est un fournisseur. Voilà. On peut le mettre dans les comptes fournisseurs avec la qualité de l'air, la qualité de l'eau, puisque la nature filtre l'eau. La nature nous aide aussi gratuitement pour l'instant. C'est un service gratuit.
dans la gestion de la quantité d'eau. Donc ça, c'est la question des inondations. La nature pollinise, donc nous aide pour l'agriculture. La nature nous fournit du bois. La nature fournit des beaux paysages qui permettent d'attirer des touristes, en Bretagne par exemple, etc. etc. Donc pourquoi faire le lien aujourd'hui entre la biodiversité ou la nature et le business ? Ben voilà pourquoi. C'est parce qu'en fait, en termes de processus, c'est lié et on ne s'en rend pas si souvent compte. Après ce premier préambule sur, on va dire, le bilan, quelles sont aujourd'hui les actions auprès des collectivités, auprès des régions, mais aussi auprès des entreprises ? Cédric, peut-être. Alors, on parle souvent d'actions en aval de projets, donc Engie Green, donc développe des projets ENR avec les territoires. Moi, j'aurais tendance à évoquer des actions en amont des projets. Alors comment nous travaillons au sein d'Engie Green, c'est que dès la prospection, c'est-à-dire vraiment avant même de lancer des études écologiques, nous travaillons à identifier des territoires qui sont extrêmement peu impactants pour la biodiversité. Donc ça veut dire qu'on a les capacités, avant de lancer toute étude, de se dire on arrête un projet. Et ça, c'est à mon sens une action essentielle avant de parler d'autres actions. Une seconde action, donc lorsqu'on lance le projet, on peut aussi parler de réduction. C'est-à-dire qu'on connaît tous le triptyque, hein, éviter, réduire, compenser. Et moi, j'aime bien plutôt parler de réduction et d'éviter cette notion de compensation. Parce que lorsque l'on compense, selon moi, c'est que l'on n'a pas forcément bien travaillé en amont. Voilà, exactement. Donc, lorsque je parle d'action, c'est plus amont et plutôt que aval. Carole Lebec, compléter peut-être le côté collectivité région. Alors pour la région, eh bien, dans les compétences de la région, il y a celle de la biodiversité. Donc on est chef de file en matière de biodiversité et on est chef de file aussi en matière d'énergie renouvelable. Ce qui veut dire qu'on essaye par ces deux volants de concilier justement les enjeux. Et alors pour la biodiversité, la fonction de la région, c'est beaucoup donc d'améliorer la connaissance, mais aussi d'améliorer la protection et la reconquête. Et donc le travail se fait beaucoup en coopération avec les acteurs du terrain, donc évidemment avec l'ABB, évidemment avec les autres acteurs, évidemment aussi avec les associations environnementales, donc d'avoir de plus en plus de recherche et de protection sur la biodiversité. Et le côté énergie renouvelable, eh bien, en tant que chef de file, on a aussi un rôle aussi de travailler très en collaboration et en coopération avec les autres acteurs évidemment du secteur, c'est-à-dire les acteurs économiques, mais aussi l'État, les agences, et pour essayer donc de diminuer au maximum les impacts, parce que tout projet industriel, tout projet économique a un impact sur les écosystèmes. Et ce qu'il faut absolument, c'est donc la priorité, c'est de éviter, après donc minimiser, et puis simplement en dernier compenser, mais que l'on ne perde pas de biodiversité globale. Donc on a des schémas et en fait nous, notre action au sein de la région, c'est vraiment de faire réfléchir tout le monde ensemble pour arriver à ces solutions. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi une autre réalité qui est celle de répondre aussi aux injonctions de l'État. Est-ce que c'est toujours aisé déjà dans un premier temps ? Et est-ce que les régions sont suffisamment outillées pour ça ? Très très bonne question. Alors on a des compétences, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir beaucoup plus de moyens. Alors là, par exemple, on attend beaucoup de ce que le gouvernement annonce avec un fonds vert de 1,5 milliard d'euros. Donc on attend pour voir, mais on a dans nos compétences nous permettent aussi d'actionner la planification, la coordination, et c'est hyper important. On voit bien, par exemple sur le projet éolien en baie de Saint-Brieuc, on voit bien l'action aussi de concertation ultra nécessaire, qui existe, même si on aimerait que ce soit peut-être que les projets puissent émerger plus rapidement, mais on voit bien que c'est très très important pour minimiser l'impact de ces projets sur les écosystèmes. Donc voilà en fait en gros l'action. Et puis donc on a des compétences, mais encore une fois il faudrait en avoir plus de moyens. Par exemple pour avoir plus d'air protégé au sens fort, parce que derrière, ça veut dire aussi des salaires, hein, tout simplement, des moyens financiers aussi pour pouvoir protéger davantage, c'est-à-dire faire plus de réserves naturelles régionales, avoir plus d'actions au niveau des PNR, des parcs naturels régionaux, plus de trames vertes et bleues, pouvoir plus financer des projets concrets de reconquête de biodiversité. Ça, c'est extrêmement important aussi. Cédric, vous vouliez intervenir sur ce point, je crois, précisément. Oui, effectivement. Alors,
la réglementation pour nous, alors c'est vrai qu'elle n'est pas toujours simple à appliquer, hein, il faut être honnête, mais en même temps pour nous c'est une vraie opportunité parce que ça nous permet de développer, de construire des projets encore plus vertueux que ce que l'on faisait auparavant. Ça nous permet aussi d'innover, hein, tout simplement, parce que la réglementation nous permet aussi de chercher des solutions pour pouvoir y répondre. Donc j'aurais tendance à dire oui, la réglementation peut être difficile à appliquer, mais en tout cas ça peut être une opportunité aussi. Olivier Retail, vous êtes concerné par le sujet des éoliennes en forêt, un cas d'étude, un cas d'usage qu'on va évoquer ensemble. Est-ce que l'identification des zones protégées est aisée? Est-ce qu'elle peut se faire en amont finalement? Et quelle stratégie pour cela? Oui, les zones protégées, l'identification est facile puisqu'elles existent. Donc elles sont listées, elles sont répertoriées, elles sont suivies. Après, à côté de ces zones protégées aujourd'hui, il y a plein de zones sensibles qu'on essaye de suivre, qui ne font pas l'objet forcément de protection et qui peuvent être aujourd'hui fortement impactées par des projets de développement, d'urbanisation, d'aménagement du territoire, d'ENR, voilà, des projets de différentes sortes. Donc nous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a je trouve une prise de conscience sociétale qui émerge. Donc on est de plus en plus sollicité par des lanceurs d'alerte en disant attention, il y a des projets, est-ce qu'il ne faut pas aller voir au préalable ce qu'il y a là, est-ce que les études qui ont été faites en amont sont suffisantes? Mais on est aussi sollicité par les industriels eux-mêmes qui veulent être accompagnés, qui veulent comprendre, qui veulent essayer de modifier leurs pratiques ou d'intégrer cette notion de biodiversité. Et on rejoint votre question précédente, c'est-à-dire que nous, on s'étonne de certaines incohérences en termes d'objectifs politiques à un haut niveau où il faut effectivement développer les ENR, on comprend pourquoi, mais aussi développer les aires protégées. Il y a une stratégie nationale des aires protégées qui doit nous faire parvenir à 30% du territoire en aires protégées. On commence par quoi? On commence par fixer ces zones de protection qui sont intéressantes, et après on met les projets industriels sur ce qui reste, ou on fait tout en même temps et ça peut batailler. À chaque fois qu'on est sollicité, qu'on nous dit attention, il y a un projet ici, nous on va voir, et comme dit l'adage, plus on va chercher, plus on va trouver. Donc potentiellement, chaque mètre carré pourrait être intéressant en Bretagne. Donc après, on est sur de la conciliation, de l'échange. Et voilà, et effectivement, pour reprendre l'exemple des éoliennes d'aujourd'hui ne sont sans doute pas les éoliennes de demain. Donc il ne faut pas non plus qu'on soit, nous, butés complètement. Et on est bien obligé d'avancer avec les acteurs. On est contraint d'avancer ensemble. On a le sentiment aussi que les mesures compensatoires sont toujours brandies comme la solution miracle. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est suffisant? Je garde juste la parole. C'est vrai que si on reprend la séquence ERC, si on en arrive à des mesures compensatoires, c'est qu'on a mal fait le boulot ou on l'a pas fait. On a fait du mieux qu'on a pu, mais c'est sans doute pas suffisant puisqu'on doit compenser. Après, il y a plein de questions sur les mesures compensatoires. Est-ce que ce sont des mesures compensatoires in situ ou à 2, 3, voire 20 km du site en question? Auquel cas, quel est l'intérêt? Est-ce qu'on va compenser vraiment ce qu'on a détruit localement? Dans le cas des éoliennes, c'est très difficile d'imaginer des mesures compensatoires in situ. L'idée étant de ne pas attirer des animaux qui pourraient être impactés par l'activité même des éoliennes. Donc voilà, donc il vaut mieux travailler sur éviter, réduire, et au dernier lieu, les mesures compensatoires. Oui, Florent et Carole Lebec. Oui, moi peut-être juste rapidement sur les mesures compensatoires. Il y a aussi le fait de les avoir aussi dans la durée, c'est-à-dire dans le suivi, et d'être vraiment présent pour suivre ces mesures si elles ont dû malheureusement être mises en place. Parce que voilà, il y a aussi cette notion de stratégie et de long terme dedans. C'est pas one shot et comme ça je me débarrasse et c'est bien, j'ai payé et puis maintenant voilà, je passe à autre chose. Voilà, il y a vraiment cette notion du long terme. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez les uns et les autres avec la notion de réglementation, d'obligation. On a entendu parler de contraintes et vous parliez des injonctions de l'État. En fait, moi je voulais parler d'une exception culturelle française. On a des vieilles séquelles de l'État-providence. C'est-à-dire qu'en France, et vraiment, c'est une exception, à l'échelle européenne ou mondiale, on attend, on regarde que l'État donne un cap. Et je pense que ça, c'est complètement anachronique aujourd'hui. Puisque, et comme le disait Cédric, il parlait des projets amont, c'est ça. En fait, on n'attend pas. On fait, et ça concerne tout le monde. Donc c'est une responsabilité à tous les niveaux. L'État, les entreprises, les consommateurs, ça c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais il y a vraiment cette question-là de ne pas être en attente de chacun faire sa part. Et il y a des choses encourageantes pour les entreprises dans ce domaine-là.
qui sont apparus dans une loi de 2019, qui sont les sociétés à mission. Et les sociétés à mission, c'est la possibilité pour un acteur économique pur d'intégrer à son objet social, donc à sa finalité, un souci du bien commun et du futur. Alors, j'entends bien effectivement la démarche d'aller solliciter les initiatives du côté du privé et pas attendre finalement l'État, mais tout ce petit monde doit travailler ensemble. Comment peut s'opérer la coordination de tous ces acteurs, privé, public, privé entre eux, public entre eux, parce que c'est toujours très beau sur le papier, mais concrètement, comment ça peut matcher? Est-ce que déjà vous avez des cas d'école à partager avec nous? Bien comme outil de coopération et de coordination qui existe, je peux vous parler d'un outil que la région Bretagne a mis en place, c'est le fonds public-privé Brest Biodiversité, qui a été fondé grâce à quatre cofondateurs, dont Engie notamment, dont La Poste, dont Arkia, dont EDF. Et donc ce fonds permet de financer concrètement des projets par exemple de plantation, reconquête de biodiversité, par exemple aussi sur la qualité de l'eau. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est important? Parce que justement vous parliez de coordination entre tous les acteurs. Et justement dans ce fonds, dans ce comité d'orientation, nous avons des chercheurs, nous avons les associations environnementales qui sont là pour nous dire ce projet, ce serait intéressant de faire un appel à projet de ce type-là et pour choisir après quels sont les projets qui remplissent les conditions que l'on se pose collectivement et qui donc ont une solidité scientifique certaine et qui sont intéressantes pour la Bretagne. Alors, on me dit que le temps nous manque. Allez-y, Olivier. Je voulais juste rebondir sur une autre initiative de la région ces derniers mois qui a été la création d'un groupe de travail sur l'éolien et forêt. C'est-à-dire qu'on s'est réunis plusieurs fois, associations, entreprises, la FE était là, la Fédération des énergies éoliennes était là, pouvoir public, pour dire quel est l'état des lieux et quelle position on peut espérer prendre sur ces futures questions d'implantation d'éolien en forêt ou en abord de forêt. Parce qu'aujourd'hui, en Bretagne, c'est vrai que sur l'éolien terrestre en Bretagne, on voit que les acteurs se tournent de plus en plus sur ces zones-là, puisque l'état des lieux fait que tout est à peu près complet ailleurs. Donc, on a pu échanger et je pense que c'était une initiative qui est très intéressante. La dernière question pour Cédric Barbary sur la RSE et avec Philippe Wilbert, donc sur cette notion, Florent Wilbert, pardon, sur le côté RSE, les entreprises du privé forcément ont leurs responsabilités comme l'a souligné Florent, mais ça implique aussi des outils, ça implique des méthodologies. Forcément chez Engie, vous savez, vous connaissez ces sujets depuis déjà un petit moment. Oui, bien sûr. Engie a sa propre feuille de route, RSE, Engie Green l'a également. Alors moi, l'outil essentiel, je pense, pour Engie Green, c'est les experts qui sont présents. Les experts, Engie Green, c'est 11 experts en biodiversité présents en France qui accompagnent les sujets ENR français, donc pour Engie Green sur ce territoire. Nous avons aussi des outils de mesure. Tout à l'heure, on parlait de mesures de compensation et de suivi de ces mesures de compensation. De notre côté, on met en place des indicateurs de suivi de ces mesures de compensation. Alors, soit via des pollinisateurs, donc tels que les abeilles, soit via des outils comme l'indicateur de qualité écologique qui nous permet de mesurer sur plusieurs années l'efficacité de nos mesures de compensation. Et puis d'autres outils classiques qu'on connaît tous, les études d'impact, les suivis réglementaires et les suivis volontaires aussi, j'insiste beaucoup, parce que les industries ne s'arrêtent pas au réglementaire. Et je le répète, on va bien au-delà, et notamment Engie Green, on est très favorable à l'au-delà. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve encore cet après-midi pour de nombreux échanges. À très bientôt.